Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, nous allons aborder une question que se posent de très nombreuses familles. Comment les médicaments stimulants, comme le méthylphénidate, fonctionnent-ils exactement dans le cerveau de mon enfant? C'est une question centrale. Et justement, on a du nouveau, du très nouveau. C'est-à-dire, Il y a une étude scientifique qui vient de sortir fin 2025 dans la revue Cell, une revue très prestigieuse. Elle est signée par Benjamin Kay, Nico Dozenbach et, honnêtement, une armée de chercheurs. d'accord, et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude? Son titre annonce la couleur, c'est une petite bombe. Les médicaments stimulants affectent l'éveil et la récompense, pas les réseaux de l'attention. Attendez, pas les réseaux de l'attention, mais c'est pourtant toute l'idée qu'on s'en faisait, non? La fameuse pilule de l'attention? Exactement. Cette étude vient dynamiter une idée qui a presque un siècle. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Ce que ça change concrètement pour les familles. Alors, commençons par le début. Quelle était cette ancienne idée? Quand on pensait que les stimulants agissaient sur l'attention, on imaginait quoi? L'hypothèse classique, c'était une action très très ciblée. On imaginait que le médicament allait directement agir sur des zones clés du cerveau. Le cortex préfrontal, ce genre de choses? Voilà, le cortex préfrontal, qui est un peu notre tour de contrôle pour tout ce qui est planification, concentration. L'idée, c'était que le médicament venait réparer ou, disons, booster ces circuits. Un peu comme si on ajoutait de la RAM à un ordinateur pour qu'il se concentre mieux. Ça a toujours paru un peu simple, peut-être? C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que la nouvelle étude arrive avec une puissance de feu incroyable. Ils ont analysé les images cérébrales de près de 6000 enfants. 6000! C'est énorme pour ce type de recherche. D'habitude, on parle de quelques dizaines de participants. C'est colossal. Et ça change tout en termes de fiabilité. Avec autant de données, si un effet existe, on le voit. Et là, le résultat est sans appel. C'est-à-dire? En regardant les grands réseaux de l'attention, ce qu'on pensait être la cible, eh bien, ils n'ont trouvé aucun changement significatif. Rien, Zéro. Pas un petit effet, mais carrément une absence d'effet. quasiment rien. Ce qui jette des décennies de théorie par la fenêtre et nous force à poser la question différemment. Si ça n'agit pas là, alors que font ces médicaments? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont regardé ailleurs. Et ils ont trouvé des signaux très clairs, très forts, dans deux autres grands systèmes du cerveau. Le premier, c'est celui qui gère l'éveil et la vigilance. L'éveil. Donc, on est moins sur un laser qui cible la concentration Voilà. et plus sur un interrupteur général qui met tout le cerveau dans un état de plus grande alerte. Un peu comme une bonne nuit de sommeil. Une bonne nuit de sommeil. C'est la comparaison la plus frappante de l'étude. La signature cérébrale d'un enfant qui a pris un stimulant est presque identique à celle d'un enfant qui est parfaitement reposé, qui a bien dormi. C'est incroyable comme image. Et à l'inverse, le manque de sommeil? Produit l'effet inverse sur les mêmes régions du cerveau. On a donc ces deux états bien reposés et sous-stimulants qui se superposent presque parfaitement. Et ça a des conséquences concrètes, j'imagine. Absolument. Ils ont regardé les enfants qui dorment moins que les 9 heures recommandées. Chez ceux qui prennent un stimulant, le médicament semble annuler les effets négatifs du manque de sommeil sur le cerveau. Et sur leurs notes à l'école, par exemple. De manière spectaculaire. Les enfants en manque de sommeil, mais qui prenaient un stimulant, obtenaient des notes scolaires équivalentes à celles des enfants bien reposés. Donc, le médicament ne les rend pas plus intelligents, il restaure un état de base, un état cérébral optimal pour pouvoir apprendre. C'est exactement ça. Il compense un état de fatigue qui sinon compromet tout l'apprentissage. L'implication pour les familles est vertigineuse. Ça voudrait dire que le sommeil n'est pas un à côté, c'est peut-être la première chose à regarder. C'est la conclusion logique. Cette étude place les troubles du sommeil au centre du problème. Pour une famille, ça signifie que l'évaluation et l'accompagnement du sommeil devraient être une priorité absolue. Parfois, juste ça, ça peut tout changer. D'accord. Donc, premier effet, le cerveau est plus éveillé, comme s'il était bien reposé. Ça crée le terrain pour être attentif. Mais on peut être très réveillé et quand même trouver une tâche profondément ennuyeuse. Tout à fait. Comment le médicament règle ce problème du « je n'ai juste pas envie de le faire » ? C'est le deuxième mécanisme. C'est le deuxième pilier, et il est aussi important. Le médicament agit massivement sur ce que les scientifiques appellent le réseau de la science. Le réseau de la science. C'est un peu technique. Ça veut dire quoi en clair? En gros, son rôle est simple. C'est le circuit qui aide notre cerveau à décider ce qui est important, ce qui mérite notre énergie. C'est le circuit de la motivation, et son carburant, c'est la dopamine.
Ah, la dopamine. Donc si je traduis, le médicament ne rend pas un enfant meilleur en maths. Non. Mhm. Mais il fait croire à son cerveau que les maths, c'est soudainement beaucoup plus intéressant. C'est une excellente façon de le dire. L'étude parle d'une poussée motivationnelle. Le médicament augmente la perception de la récompense qu'on peut tirer d'une tâche, même si elle est rébarbative. Le devoir de maths paraît moins pénible. Il a l'air plus gratifiant. Voilà. L'effort à fournir semble moins grand et la récompense potentielle plus grande. Et ça aide à se lancer dans la tâche, à y rester. Et surtout, À ne pas chercher à s'échapper. exactement, ça évite de chercher à fuir vers quelque chose de plus stimulant. Regarder par la fenêtre, discuter, gigoter. Ce qu'on voit de l'extérieur comme une meilleure attention est en fait le résultat d'une motivation interne qui a été augmentée. Ça change aussi notre regard sur l'agitation, sur l'hyperactivité. Ce n'est pas juste un besoin de bouger. Non, c'est une quête permanente du cerveau pour trouver une activité plus récompensante, qui va lui donner sa petite dose de dopamine. Le stimulant rend la tâche présente suffisamment intéressante pour que le cerveau arrête de chercher ailleurs. Donc, si on assemble les deux pièces du puzzle, le stimulant n'est pas une pilule de l'attention, Non, c'est plutôt un facilitateur d'état. Il met le cerveau en mode bien reposé et en mode cette tâche vaut la peine. Et c'est ça qui permet à l'attention d'émerger. c'est une synthèse parfaite. On passe d'une vision où on répare quelque chose à une vision où on crée les bonnes conditions. Et ça, c'est un message très important pour les familles. Pour dédramatiser peut-être. Oui, Pour enlever cette idée de dopage. oui, absolument. Cette peur que le traitement donne un avantage injuste. L'étude est très claire. Chez les enfants avec un TDAH, le médicament aide à compenser un déficit. Il ramène leur performance au niveau de celle de leur père, pas au-dessus. On ne crée pas un super enfant, on lui donne les mêmes chances de départ. Exactement. On l'aide à réguler son état d'éveil et sa motivation, pour qu'il puisse être dans le même état de disponibilité que les autres pour apprendre. Ça aide à mieux comprendre et accepter le traitement. Et ça renforce aussi l'idée que le médicament ne peut pas être la seule solution. Il ne peut pas, non. En montrant l'importance de l'éveil et de la motivation, cette étude nous crie que tout le reste est crucial. L'hygiène de sommeil, les stratégies pour rendre les tâches plus motivantes, le soutien, tout ça est encore plus important qu'on ne le pensait. En résumé donc, les stimulants ne sont pas tant des pilules de l'attention, Que des régulateurs. Ils agissent sur deux leviers, la vigilance en imitant un état de bon repos et la motivation en rendant les tâches plus gratifiantes pour le cerveau. cette nouvelle compréhension est, je trouve, assez rassurante. Ça démystifie beaucoup de choses. On quitte un peu la chimie pure pour aller vers quelque chose de plus global sur la régulation des états du cerveau. C'est exactement ça. On passe d'une vision mécanique à une vision beaucoup plus dynamique. Les simulants ne changent pas le moteur, disons, mais ils règlent la température et la qualité du carburant pour que le moteur fonctionne de manière optimale. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Paul Autisme. J'espère que ces éclairages aideront à mieux comprendre les enjeux du traitement et surtout à poursuivre le dialogue avec les professionnels qui accompagnent les familles. Absolument. Cette recherche nous offre une compréhension beaucoup plus fine, plus nuancée. Elle nous rappelle que derrière l'attention, il y a des conditions préalables essentielles. Être suffisamment éveillé et être suffisamment motivé. C'est sur ces conditions que le traitement semble agir. Et c'est une perspective pleine d'espoir, parce qu'elle ouvre la porte à des interventions beaucoup plus larges, qui intègrent le sommeil, la motivation et le bien-être général. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le Dr Stéphane Eliès pour la Fondation Paul Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.